Bonjour, je suis Shlomi Lévy, bienvenue dans votre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Pascal Dilly. Pascal, bonjour. Bonjour. Pascal, nous travaillons ensemble depuis quelques temps. Je vais faire une courte présentation de ce que tu fais et on va donc parler, le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est apprendre les langues sous hypnose. Et donc, Pascal, tu es psychothérapeute au départ, hypnothérapeute également, et tu es fondateur de l'entreprise Pascal Dilly Conseil, où on apprend les langues sous hypnose à Paris et à Metz et dans d'autres endroits, tu vas nous en parler. Donc, ce sujet est fascinant, on peut apprendre d'ailleurs peut-être autre chose que les langues, on va en parler, et je vais te laisser tout de suite la parole pour faire une petite présentation de comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut apprendre une langue sous hypnose. En fait, avant de parler d'hypnose, je vais t'expliquer ce que c'est que parler une langue. Voilà. Et expliquer aux auditeurs ce que c'est que parler une langue. Parler une langue, c'est entendre un son et reproduire ce son. C'est comme ça qu'on a tous appris notre langue maternelle. Et pour ça, nous avons deux petites zones dans le cerveau. Je parlerai de la troisième après. Une qui s'appelle l'aire de Wernicke, l'autre l'aire de Broca. La première va nous permettre d'entendre des sons, les capter, les discriminer, les comprendre, nous en souvenir pour qu'on puisse les réutiliser. La deuxième, via le cortex moteur, nous permet d'activer les muscles de la parole pour qu'on puisse s'exprimer. Encore une fois, chez l'enfant, ça marche très bien. Tous les enfants du monde apprennent leur langue sans même s'en apercevoir. Voilà. Ils enregistrent les Ils entendent des sons, ils reproduisent des sons. Ouais. Le problème, c'est que les langues n'ont pas toutes la même fréquence. Deux exemples, trois. Le français a ce qu'on appelle une bande passante qui fait 1000-2000 Hz. L'anglais, 2000-12 000. Le russe, 125-12 000. C'est assez facile à comprendre. Si on prend par exemple un enfant français qui appelle sa mère, veut dire « Maman, t'es où ?» C'est assez plat. Si on faisait une portée musicale, ce serait sol, 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 c'est très plat. Si on prend un enfant anglais qui appelle sa mère, ça va donner « Mom, where are you ?» On voit tout de suite que les sonorités sont différentes. Et ce qui va se passer, c'est que vers l'âge de 6-8 ans à peu près, l'oreille va se caler, se figer sur la fréquence de la langue maternelle. Ce qui fait qu'après cet âge-là, beaucoup de gens ont du mal simplement à entendre quand on leur parle dans une autre langue que celle de leur langue maternelle. En fait, si, on va tous entendre, puisque l'oreille humaine peut entendre des sons qui vont de 16 à 16 000 Hz. Ils vont simplement avoir du mal à discriminer les sonorités. Ils vont entendre une espèce de brouhaha qui leur fait dire « j'ai rien compris », alors qu'ils devraient dire « je n'ai rien entendu ». Tout à fait. Et donc là, on va, en ayant cette facilité d'aller sous l'hypnose, on va augmenter la fréquence d'adaptation de l'oreille, quelque part. Oui, l'objet, c'est effectivement de procéder à ce qu'on pourrait appeler pompeusement une rééducation du champ auditif. C'est-à-dire de permettre à la personne d'entendre, dans un premier temps, très distinctement les sonorités. Donc c'est juste ça, en fait, pouvoir être perceptif aux sonorités dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est juste ça, oui. D'abord, on entend. Voilà, c'est ça. C'est d'abord entendre pour pouvoir répéter, en fait. Oui, comme fait un enfant quand il apprend sa langue, il entend des sons, et puis il va s'entraîner à répéter ces sons. Plus tard, les sons ont un sens, mais au départ, c'est simplement des sons qu'il va s'entraîner à répéter. Et on va commencer par cela. D'accord. Et donc, pour aller un peu plus loin, donc quand la personne va pouvoir enregistrer ces sonorités dans son cerveau, sous l'hypnose, elle va pouvoir les répéter aussi avec plus de facilité ou pas, parce que on sait que lorsqu'on demande à quelqu'un de répéter un son qu'il n'a jamais entendu, comme le son the en anglais, qui est difficile, ou le jota espagnol pour les Français, ils disent re, ils ne savent pas prononcer ce près. Donc ça, c'est un peu difficile. Comment est-ce qu'il va le faire sous hypnose? Alors, c'est souvent difficile quand on intellectualise. Et tout le travail qu'on va faire, mais on va avoir largement l'occasion d'en parler, le travail qu'on va faire, c'est de permettre à la personne d'arrêter d'intellectualiser l'apprentissage. Parce que si on se met à intellectualiser, effectivement, on va ralentir tous ces processus. On veut bien faire du premier coup. Or qu'un enfant ne fait pas bien du premier coup, c'est pas vrai. C'est ça. Et intellectualiser, ça veut dire peut-être avoir peur de parler. Alors ça peut être pour certains peur de parler, ça peut être peur de faire des erreurs, peur de ne pas avoir le bon accent, peur que l'autre se moque de nous. Et toutes les peurs peuvent exister. On n'est pas tous égaux devant l'apprentissage d'une langue. Voilà, c'est ça. Et donc, sous hypnose, la peur va être anesthésiée. Je citerai plein d'exemples. J'ai le souvenir, par exemple, d'une personne dont
la compagne était parfaitement bilingue en anglais. Et lui, il m'expliquait qu'il essayait depuis des années d'apprendre, il n'y arrivait pas, c'était un vrai blocage et il se sentait effectivement diminué par rapport à sa compagne. On a fait une première séance d'hypnose qu'on appelle chez nous des séances découvertes, je pense qu'on en parlera après. Et sous hypnose, je lui ai demandé de répéter après moi des petites phrases en anglais, ce qu'il a fait. Et à la fin de cette séance, il était en pleurs, en larmes, tellement il se sentait libéré d'avoir réussi enfin à parler. Ah ouais, extraordinaire. Ouais. C'est vraiment super. Et donc comment se passe alors cet apprentissage sous hypnose? On parle aussi, il y en a certains qui parlent d'apprendre en dormant. Il y a évidemment une grosse différence. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Mais juste avant de parler de ça, j'ai parlé de l'oreille qui se fige vers l'âge de 6-8 ans à peu près sur la fréquence de la langue maternelle. Il y a l'appareil phonatoire derrière. Nos 2 cordes vocales, les muscles de la bouche, la langue, tout ça va se figer vers 10-12 ans, à peu près. C'est très facile à voir avec les 60 professeurs qui travaillent avec nous. Certains vont s'exprimer en français sans accent, d'autres vont conserver leur accent de langue maternelle. Ça dépend simplement de l'âge auquel ils ont appris le français. Quand je parle en anglais ou en thaïlandais, je continue à avoir mon accent français. D'ailleurs, mes petites filles se moquent de moi largement parce que elles parlent le thaïlandais avec un accent thaïlandais, l'anglais avec un accent anglais et le français avec un accent français. Et oui, elles ont été à bonne école. Mais elles ont surtout eu un papa qui leur parlait en français, une maman qui leur parlait en thaïlandais, et ensemble ils parlaient en anglais. Ce qui fait qu'elles ont appris les 3 langues sans même s'en apercevoir. Oui, tout à fait. C'est le cas des pays, par exemple des petits pays où ils sont en frontière avec plusieurs autres pays, comme par exemple la Belgique, où ils vont parler le néerlandais, le français, l'allemand, l'anglais, très facilement et pratiquement sans accent, parce qu'ils sont en contact constant avec toutes ces langues-là. Et donc, arriver à parler en combien de temps? Alors, en moyenne, il faut une 40aine d'heures pour arriver à l'autonomie dans la langue, avec un palier d'évolution qui va commencer à se faire sentir vers 24 heures à peu près. Ça fait bientôt 30 ans qu'on a créé cette méthodologie et qu'on voit des milliers de gens qui viennent de toute la planète. On sait aujourd'hui que la petite aire de notre cerveau dont j'ai parlé tout à l'heure, l'aire de Wernicke, il va lui falloir entre 30 secondes et 1 minute par mot, par expression, entre le moment où on va l'entendre, la décrypter, la comprendre, surtout nous en souvenir pour être en mesure de le réutiliser. Il va falloir qu'on respecte ces processus-là. Toute la pédagogie qu'on a construite va permettre de respecter ce processus-là, et d'autres bien entendu. Et on sait aujourd'hui qu'il va falloir ces 40 heures pour être autonome. Alors, c'est important de savoir ce que ça veut dire autonome. J'entends beaucoup de gens qui me disent, ok, en 40 heures, je suis bilingue. Non, on n'est pas bilingue en 40 heures. En 40 heures, on devient autonome, c'est-à-dire on comprend, on se fait comprendre, même s'ils vont subsister des erreurs de syntaxe ou de grammaire. L'objectif, ça va être déjà de permettre à la personne de tout entendre. Pas forcément tout comprendre, d'ailleurs. Un exemple, tu ne connais pas tous les mots de la langue française. Moi non plus. En revanche, si on entend un mot qu'on ne connaît pas, déjà on l'a entendu. Soit on en demande la signification, soit on cherche tout seul, soit le sens de la phrase nous a permis de comprendre de quoi il s'agissait. Si on réentend ce mot plusieurs fois dans d'autres contextes, il va finir par faire partie intégrante de notre vocabulaire. Et ce qui va être vrai dans notre langue maternelle va être vrai dans une langue étrangère. Tout à fait, il y a la déduction de la langue qui va venir, la déduction des mots qui vont venir également. Donc, tu as parlé de 40 heures, et c'est vrai que dans l'apprentissage classique des langues, on parle de 200 à 300 heures pour apprendre une langue. Donc, on peut diviser par 10 pratiquement, ou plus ou moins ce ratio pour se débrouiller. Oui, mais en fait, tout dépend de la personne. Il y a plusieurs paramètres. Le premier des paramètres qui est à prendre en compte, c'est les prérequis que la personne a dans la langue ou pas. Je veux lui dire que tout ce que l'on fait, ce sont des cours individuels et individualisés. Oui, c'est important. Dans les 200 ou 300 heures dont tu parles, c'est très souvent des cours de groupe, et on sait que pour beaucoup, ça devient compliqué et qu'ils n'y arrivent pas. Donc, les premiers de ces paramètres, c'est les prérequis que la personne a ou n'a pas. C'est les autres langues éventuellement qu'elle peut parler, c'est le fait de prouver de plaisir à apprendre ou pas. Tous ces paramètres vont être importants pour concourir à des résultats les plus optimums. Si on s'appuie sur ce qu'on appelle l'échelle européenne de positionnement en langue, A1, B1, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de ça. Dans un processus autre que le nôtre, en général, il faut entre 100 et 120 heures pour passer d'un niveau à l'autre. On a réussi à ramener ça aux alentours de 40 heures.
sachant qu'on a eu des cas de figure où les gens ont passé 3 niveaux en 40 heures. C'est ça, extraordinaire. Et donc après ce processus-là d'apprentissage des langues, comment t'es venu, quelle méthode tu utilises et comment est venue l'idée de cette méthodologie? L'idée c'est très simple, hein. J'ai 62 ans et comme la quasi-totalité de mes congénères de l'époque, j'étais un fichu à la sortie de mes études d'aligner 3 mots dans une langue étrangère. Voilà, donc comme j'ai pratiqué la psychothérapie, l'hypnothérapie par la suite, je dis que ça devenait intéressant de voir comment cet outil qui s'appelle l'hypnose, qui est un mode de fonctionnement du cerveau, mais tu en parles très souvent, pourrait trouver une place intéressante dans un processus d'apprentissage. Okay, on connaissait bien l'hypnose dans le domaine de la thérapie, dans le domaine de la médecine, dans le domaine du sport, dans le domaine de la pédagogie, ça valait le coup de réfléchir. Donc j'ai regardé ce que d'autres avaient tenté de faire, les vendeurs de miracles, les charlatans et tout ce que l'on pouvait rencontrer à l'époque. Et j'ai commencé à réfléchir avec une équipe d'autres psys comme moi, de médecins, de professeurs, philologues, et on a construit cette méthodologie qui a évolué pendant ces 30 ans. Très très bien. Et donc dans le processus hypnotique de la personne que l'on va mettre sous hypnose, qui va, peut-être qu'on peut expliquer, c'est vrai qu'on en parle ici, c'est une émission sur l'hypnose, on a fait beaucoup d'explications sur l'hypnose, mais ça vaut la peine de rappeler à nos auditeurs un peu comment ça se passe, le mécanisme hypnotique, et pourquoi est-ce que la personne va pouvoir mieux entendre, être plus à l'aise pour parler également, et peut-être libérer des mots qu'il a entendus quand il était petit, dans sa mémoire, qui sont enfouis dans sa mémoire, et qui vont ressortir à ce moment-là grâce à l'hypnose, finalement. Alors en fait, l'hypnose est un mode de fonctionnement tout à fait normal et habituel du cerveau. On y passe tous 10, 15, 20 fois par jour, mais de façon involontaire. Quand on est au cinéma et que le film nous passionne, on va rentrer dans un état hypnotique. On est à ce moment-là dans un état d'hyperconcentration et d'hyperréceptivité. Hyperconcentration parce qu'à aucun moment donné on a besoin de se dire il faut que je me concentre. Si le film nous passionne, on est concentré. Et hyperréceptivité parce que ce film qu'on va voir et qui nous passionne, on le voit une fois, on s'en souviendra toute notre vie. Voilà un type d'état hypnotique. Quand on est au volant de notre voiture, pour peu que le trajet soit habituel, on va rentrer aussi dans un état hypnotique qu'on appelle à ce moment-là de dissociation. C'est-à-dire qu'on peut conduire, on peut penser à autre chose, on va pouvoir faire 30 km sans s'en apercevoir, et pourtant si un danger survient, on sera en mesure de réagir. Ce qui ne sera pas le cas sur notre téléphone, par exemple. Ouais. En fait, je pourrais en citer à foison, l'état hypnotique, ça s'écrit au pluriel. La définition médicale de l'hypnose, c'est les états modifiés du champ de conscience. Donc, tous ces états par lesquels on va passer tout au long de la journée, dans des situations particulières, qui nous donnent d'ailleurs l'électroencéphalogramme un tracé différent de celui qu'on aurait là, tous les deux en ce moment, et qu'on peut voir aujourd'hui avec l'IRM fonctionnel. Ce sont des connexions neuronales un peu particulières qui se mettent en place. Donc on va permettre à la personne de retrouver certaines des expériences qu'elle a pu vivre pour les utiliser. C'est pas l'hypnose qui apprend des langues aux gens. Oui, bien sûr, c'est se mettre dans cet état-là voilà. D'hyperconcentration, en fait, et de réceptivité intense pour pouvoir acquérir cette langue et pouvoir mieux mémoriser les mots que l'on va lui répéter, évidemment, pendant cette heure ou ces heures d'apprentissage. Parce qu'il y a aussi un point important que j'ai remarqué, c'est que l'on peut passer 4 heures, 8 heures par jour à apprendre une langue sans se fatiguer. Oui, beaucoup de gens font 40 heures en une semaine, quand ils le peuvent. On ne va pas proposer ça à tout le monde. C'est fatigant pour le professeur. C'est fatigant pour le professeur, qui va être de temps en temps sous hypnose lui aussi. Ouais, voilà. Quand la personne a des prérequis, quand elle parle déjà d'autres langues, c'est assez facile de lui proposer 40 heures en une semaine. Mais imaginons par exemple que la personne ne parle que le français, elle veut apprendre le russe. Le français fait 1000-2000 Hz, le russe va faire 125-12 000 Hz. Donc une bande passante très très large. Ça va être compliqué pour la personne de faire ces 40 heures en une semaine, puisqu'il va y avoir effectivement beaucoup trop d'informations apportées au cerveau, et il est préférable d'échelonner ça, alors là sur un mois, on ne va pas prendre non plus beaucoup de temps. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, tout à fait. Et alors, que se passe-t-il par rapport à cet apprentissage? Comment se passe une heure de cours, par exemple, lorsque l'on est dans cette phase-là? Comment est-ce que ça se passe? Alors, bien avant l'heure de cours, il y a un temps de préparation qui se fait sous hypnose par un hypnothérapeute, où l'objectif c'est d'entraîner la personne à l'hypnose, pour qu'elle puisse bien se connaître dans cet état-là en le recréant volontairement.
On va en profiter pour caler l'oreille de l'élève sur la fréquence de la langue qu'il veut apprendre et l'entraîner à ce qu'on appelle l'induction. Ce sont des indications préenregistrées qui vont permettre à l'élève de recréer l'état hypnotique tout seul. Pendant 1h30, on va préparer le terrain, en quelque sorte. C'est seulement après que le professeur prend le relais, il va donc utiliser cette induction préenregistrée et on va découper les cours en périodes de 20 minutes. 20 minutes sous hypnose, 20 minutes sans hypnose, 20 minutes sous hypnose, on décrira tout cela après, et ainsi de suite. Chaque cours va durer un minimum de 2 heures, on peut effectivement faire jusqu'à 8 heures par jour sans fatigue et sans saturation. Très bien, c'est passionnant, on va prendre une petite pause musicale et revenir tout de suite après. Merci beaucoup Pascal et à tout de suite.